Ben, merci Claire et merci l'Université de Toulon de m'accueillir encore une fois pour me permettre de parler de mon travail, de notre travail. Je vais parler de Pascal et de moi-même ce soir, même s'il n'est pas là physiquement. Et on va vous parler donc de cet ouvrage qu'on a sorti en début d'année, enfin au printemps 2024, sur les limaces de mer de Méditerranée française. Donc c'est un ouvrage qui a été édité par les éditions Méditerranéus, qui est une maison d'édition que j'ai créée en 2016, dont la vocation première est de publier des ouvrages qui ont pour thème principaux les écosystèmes méditerranéens, leur écosystème marin, mais aussi écosystème sur les terres émergées. Et l'idée de départ, c'était de se dire que c'était très compliqué avec des éditeurs classiques de travailler sur des bouquins régionaux parce qu'il n'y avait pas forcément suffisamment de public potentiel et qu'en général, voilà, tous les projets que j'essaie de porter, même si j'en porte certains avec d'autres éditeurs, ne trouvaient pas forcément preneurs. Et je trouvais que c'était important de consacrer l'énergie à parler de nos écosystèmes, du milieu environnant qui nous entoure en fait, parce qu'on est potentiellement tous des acteurs de la conservation de ce milieu, de cet environnement. Moi, je viens du milieu de la conservation, j'ai travaillé en Camargue sur les oiseaux. Je fais beaucoup de militantisme aussi et je m'aperçois que finalement, la base du militantisme, très souvent, c'est la connaissance. C'est le fait d'être attaché à quelque chose et que c'est très bien quelquefois de militer ou d'intervenir pour protéger les écosystèmes, je sais pas, coralliens ou une espèce en difficulté de l'autre côté de la Terre. Mais pour autant, là où on peut être le plus efficace, c'est intervenir, protéger, être compétent sur l'environnement qui nous entoure. Et là où, en tout cas, moi, j'étais le plus légitime, c'était sur les écosystèmes méditerranéens. Et il y avait aussi plein de choses qui pouvaient me bloquer quelquefois dans le monde de l'édition, de faire des livres qui parlent d'environnement et de les faire imprimer à l'autre bout de la Terre et de les faire venir de cette manière-là. Donc l'idée, c'était de créer une maison d'édition locale, vertueuse dans sa démarche d'éco-conception et qui donne la parole aux gens compétents sur les sujets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, on va chercher la personne la plus compétente localement qu'on a sous la main. Et nous, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des biologistes. Par contre, on comprend leur langage. Eux, quelquefois, ils ont tendance à évoluer dans un microcosme intellectuel ou à s'adresser à des universitaires, des étudiants. Et ils souffrent aussi de ne pas arriver à parler au grand public ou d'être mal interprété ou trop rarement. Donc on a au moins cette compétence-là d'être capable de parler au grand public et pour autant de partir du discours scientifique le plus pointu. Et sur les derniers projets sur lesquels on a travaillé, on a pu travailler donc avec l'agence de l'eau, l'OFB, Aileron et Apex sur le livre sur les requins que j'étais déjà venu présenter, l'IUCN, l'IFREMER, le Parc national de Porquerolles, donc un acteur local, et voilà, et d'aller chercher ces gens-là. Et donc la maison d'édition Méditerranéus, on a 3 collections. Une collection guide naturaliste dans laquelle s'insère le livre dont on va parler ce soir, donc un guide qui permet de partir à la découverte d'un groupe. On a fait les oiseaux, on a fait la faune de Méditerranée, là c'est les limaces de mer, on a fait les requins-raies. On a aussi une collection pour enfants qui s'appelle Les Petites Pattes, parce qu'on est aussi persuadé que les acteurs de la protection de l'environnement de demain sont les enfants d'aujourd'hui et qu'il n'y a pas de raison de ne pas discuter aussi avec eux et de ne pas leur amener cette connaissance. Donc on a toute une série de livres, voilà, les animaux de Méditerranée, les animaux préhistoriques du sud de la France, où on essaye de former peut-être des futurs naturalistes ou en tout cas des citoyens de demain le plus informés possible. Et une collection beaux livres aussi, où on vient de sortir un 3e ouvrage sur les flamands au travers des cultures humaines. Donc ce guide des limaces de mer de Méditerranée, on l'a sorti l'an dernier. C'est Pascal Girard qui en est l'auteur principal. Moi je suis l'illustrateur, puisque mon travail c'est de faire de l'illustration naturaliste scientifique depuis une vingtaine d'années. Donc c'est le premier livre en langue française qui se veut exhaustif sur toutes les limaces de mer qu'on rencontre en Méditerranée française. Quand le livre est sorti, on avait recensé 256 espèces. Aujourd'hui, il y en a 3 ou 4 de plus grâce à Pascal notamment. 13 ordres, sous-ordres, 57 familles. Donc c'est le seul guide français totalement complet sur ce groupe des limaces de mer sur notre zone. Donc je disais, l'auteur principal c'est Pascal Girard. Bon, Pascal il travaille à Montpellier, donc venir en semaine lui faire 3 heures de route aller, 3 heures de route retour, c'était vraiment très très compliqué. Au départ il est
astrophysicien de formation, mais c'est surtout un grand passionné de biologie sous-marine. Voilà, il est président de la commission environnement et biologie subaquatique de la Fédération Occitanie, les plongeurs pro. Il a un site internet qui s'appelle L'œil du plongeur, vous pouvez retrouver parce qu'il est aussi, photographe. Il est correspondant local du site participatif Doris de la Fédé, je pense que certains d'entre vous connaissent, et il travaille sur les limaces de mer depuis au moins une dizaine d'années en fait, et il est devenu un des principaux experts de ce groupe-là en Méditerranée française. Voilà, il faut savoir que dans le milieu de la recherche, il y a quelquefois des groupes qui sont ignorés du monde de la recherche par manque de financement, par manque de spécialistes, par manque de crédit, qu'on a très souvent, et c'est le cas de Pascal, mais ça peut être aussi des cas notamment quand on traite des insectes ou des araignées. On a quelquefois des gens qui ne sont pas des scientifiques biologistes professionnels d'un groupe et qui pour autant sont les personnes les plus compétentes pour en parler, et c'est le cas de Pascal. Et moi, donc, je suis Cyril Girard, donc je suis dessinateur naturaliste depuis 20 ans notamment. J'ai travaillé avec les revues Terre Sauvage, travaillé avec Plongée Magazine, La Salamandre, et j'ai commis une dizaine d'autres livres avec d'autres éditeurs, et notamment sur la Méditerranée française. Donc la conférence, elle va un petit peu s'articuler autour des grands chapitres du livre, même si la principale partie, ça va être de partir à la découverte de la biologie de ces espèces. On va évidemment pas faire comme l'annuaire, les 256 espèces une par une. L'idée, c'est plus de vous expliquer les particularités de ce groupe assez particulier et très peu connu, en fait connu des plongeurs, évidemment, surtout ceux qui font de la macro, connus d'une partie des plongeurs, mais voilà, chez lesquels on va trouver des espèces plutôt grandes de 30-35 cm et des espèces vraiment minuscules. On connaît des termes, opistobranches, nutibranches. On va essayer de faire le tri de tout ça et de vous familiariser avec ce groupe très très compliqué. Donc les limaces de mer font partie du groupe des mollusques. Les mollusques, ils apparaissent il y a à peu près 505 millions d'années. Donc c'était l'ère primaire, c'était une époque où il y avait, sur Terre, il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'invertébrés, il n'y avait pas de végétation, où la vie était uniquement concentrée sous la mer. Et ils apparaissent avec la première explosion de biodiversité et les premiers invertébrés. Et le premier mollusque qu'on connaît, il s'appelle Odontogryphus, il a 505 millions d'années, il ressemble pas du tout au mollusque qu'on connaît aujourd'hui. Il est encore métamérisé, ce qui fait qu'on sait qu'il y a des ancêtres communs avec les vers notamment, avec un corps divisé en segments. Et ce qui fait que c'est un mollusque, c'est le premier animal dont on retrouve une radula. Alors une radula, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les mollusques. C'est une espèce de dent râpeuse qui est formée de minuscules denticules abrasives qui peuvent venir à bout de tous les organismes. Les éponges les plus dures, ils peuvent les manger. Et si vous avez un potager et que vous avez du melon ou des pastèques, vous avez les limaces et les escargots qui vous mangent les melons et les pastèques malgré l'épaisseur de l'écorce, parce que ce sont des mollusques aussi qui ont une radula. Donc c'est vraiment ce qui caractérise ce groupe. Et il va très rapidement se diversifier, Odontogryphus. Et parmi les mollusques des temps passés qui ont disparu aujourd'hui, on a un des premiers céphalopodes qui est Nectocaris, qui ressemble à moitié à une seiche, avec des yeux déjà. On a des mollusques immenses comme Orthoceras, qui vit il y a 450 millions d'années, et qui pouvait avoir une coquille longue de 10 mètres de long. Donc ça vous donne une idée de la taille de certains mollusques, ou les grandes ammonites comme Parapleusia, dont la circonférence faisait plus de 3 mètres en fait. Donc c'était des animaux qui pesaient des tonnes dont on n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et les poulpes, qui est un des mollusques qu'on connaît le plus des céphalopodes, les Paleoctopus apparaissent il y a seulement 100 millions d'années à l'échelle de l'évolution, donc finalement assez tardivement. Et évidemment, l'histoire des mollusques, elle est pleine de trous parce que ce sont des animaux invertébrés. Donc en termes de fossilisation, à part les coquilles, on n'a pas beaucoup de traces. Donc on connaît, on va dire, une trame très 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 générale, mais qui est quand même assez lacunaire. Là, l'idée, c'était plus de vous montrer des formes extrêmes en termes de taille qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, le groupe des mollusques, il est diversifié de cette manière-là. Ça va du calmar géant, qui a le corps qui fait plus d'1 mètre et certains tentacules qui font 10 mètres de long, aux poulpes tout simple, aux mollusques gastéropodes classiques, aux ptéropodes, aux mollusques lamellibranches bivalves, comme les couteaux par exemple.
comme les chitons, qui sont des petits mollusques à la carapace articulée que vous retrouvez par exemple quand vous tournez les cailloux dans les premiers centimètres d'eau. Donc ils sont aussi des mollusques. Les dentales aussi, qui ont une coquille allongée, qui vivent dans le sable. Et les gastéropodes dont on va parler aujourd'hui, escargots, limaces de mer, théropodes, qui forment un groupe très très particulier. Donc un mollusque, c'est quoi? Alors, l'image que je vous présente, en fait, elle n'existe pas vraiment. C'est une espèce de vue de l'esprit qui présente les caractéristiques de tous les mollusques, en fait. Mais ce mollusque-là, à la rigueur, il y a peut-être quelques limaces qui pourraient y ressembler, mais c'est plus une représentation schématique. C'est un animal invertébré qui très souvent a une coquille, soit plate, soit enroulée, très souvent, mais pas toujours. Et chez les mollusques, ça va être très souvent, mais pas toujours, parce que voilà, le mollusque type n'existe pas, qui a très souvent des antennes ou des rhinophores avec un petit système nerveux ici. La caractéristique principale, c'est la radula, qui est ici à l'entrée de la bouche et qui va permettre, comme je vous disais, de s'alimenter des animaux les plus durs, des animaux avec un squelette siliceux ou de percer des carapaces, des choses comme ça. On va avoir tous les organes qui vont être situés sur le dos avec un chaînon nerveux situé plutôt autour du pied. On va avoir à l'arrière du corps, sous la coquille, ce qu'on appelle une cavité palléale, dans laquelle on va avoir les branchies qui vont permettre d'alimenter le cœur en sang oxygéné. On a également l'anus en général qui est sous cette cavité palléale. Et on a un énorme pied musculeux qui va servir à la locomotion. Voilà, ça c'est le mollusque type. Sauf qu'il n'existe pas vraiment, parce que si vous prenez le poulpe, le pied il s'est transformé en tentacule et puis il n'a plus d'antenne vraiment, ni de rhinophore. La coquille elle est interne chez certains animaux. Donc autour de ce modèle théorique, en fait, on a une diversité de formes qui sont apparues à travers l'évolution. On a des mollusques, mais vraiment très primitifs, comme les solénogastres ou les codophavéates, qui ressemblent plus ou moins à des vers qui sont encore quasiment métamérisés, c'est-à-dire avec un corps segmenté. On a, je disais tout à l'heure, les polyplacophores, les chitons, avec une carapace qui est articulée, un petit peu comme les chevaliers, en plusieurs pièces. Et on a ensuite les monoplacophores, vraiment dans les mollusques les plus primitifs, qui peuvent évoquer certains gastéropodes. Et ensuite, on va avoir dans le groupe des limaces de mer, le groupe des limaces de mer fait partie du grand groupe des gastéropodes, dans lequel on va retrouver les escargots et la plupart des mollusques, des coquillages marins et des limaces de mer. Et finalement, ce qui s'apparente le plus à nos gastéropodes, de manière surprenante, ce sont les céphalopodes. Les poulpes, les pieuvres, c'est un petit peu contre-intuitif, et les bivalves notamment, ou les dentales, les scaphopodes, sont beaucoup plus éloignés de nos limaces de mer. Donc les bivalves, les huîtres, les moules, etc. Et au sein même des gastéropodes, on a encore tout un système de division très particulier, et on a vraiment ce qui nous intéresse, ça va être le groupe des hétérobranches, ce qu'on appelait avant les opistobranches. Mais il y avait aussi, on avait les opistobranches plus les pulmonés. Et les progrès de la systématique ont maintenant scindé ce groupe en deux, et on a la branche comme ça des eutinaires qui va rassembler les mollusques, les limaces et les escargots pulmonés, donc terrestres, juste à côté des limaces et des escargots à branchies, des limaces de mer. Alors que finalement la plupart des coquillages, tels qu'on y retrouve, les choanogastropodes, sont finalement beaucoup plus éloignés. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nos limaces de mer, le plus proche systématiquement, ça va être les escargots et les limaces terrestres. Ils sont beaucoup plus éloignés des autres mollusques qu'on trouve sous la mer. Et une des caractéristiques de ces limaces de mer par rapport aux autres gastropodes va s'établir au niveau du développement larvaire de ces animaux. Donc les limaces de mer présentent dans le développement larvaire ce qu'on appelle une larve trochophore, c'est-à-dire dans l'œuf, une larve qui a cet aspect-là et qui est à peu près l'identique aux autres mollusques, mais également aux annélides et aux siponques, ce qui nous permet d'imaginer qu'il y avait un ancêtre commun dans tout ça, notamment avec les vers annélides. Oups. Et donc on a une espèce de boule comme ça, ciliée, avec une couronne ciliée sur le dessus et sur les côtés, avec une protoconque, là, qui sera peut-être une coquille dans le futur, et après un système très très simple avec une bouche et un anus. Et toujours dans l'œuf, cette larve elle va commencer à se développer. La protoconque va commencer à s'enrouler comme ça, à devenir une vraie coquille.
les organes vont commencer à migrer à l'intérieur de la coquille, le pied va se dessiner, comme ça, et notamment la cavité paléale où on aura les branchies. Et ce qui est caractéristique des limaces de mer et qui va les différencier des autres mollusques, ça va être qu'au stade véligère 2, au moment où la larve sort de l'œuf et elle entame une vie pélagique, il y a un phénomène de torsion-détorsion des organes à 90 degrés, qui est vraiment une caractéristique de ce groupe, et du système nerveux également. La cavité paléale s'installe ici, et le velum cilié va permettre à la larve en pleine eau de se mouvoir plus ou moins en fait. Au bout de quelques jours ou de quelques semaines, la larve, elle va continuer à se transformer et surtout, elle va finir par tomber au fond de l'eau en fait. Et chez la plupart des espèces de limaces de mer, elles sont inféodées à une espèce particulière en fait. Très souvent, si la larve tombe sur l'espèce proie, elle va continuer à se développer. Et malheureusement, si elle tombe à côté ou qu'elle n'arrive pas, en bougeant un petit peu, à trouver une espèce proie, bien souvent, la larve va finir par mourir en fait. Et donc il y a vraiment un caractère fort entre certaines espèces et leur espèce proie. Et donc on va avoir à ce moment-là deux modes de développement très particuliers, selon qu'on ait entre guillemets le modèle avec coquille ou le modèle sans coquille. Certaines limaces ont une coquille, d'autres non. Pour le modèle, notamment voilà, des nudibranches qui n'a pas de coquille, donc la protoconque va totalement disparaître et le manteau qui était dans la cavité va commencer à se développer, la larve va s'allonger. Et par exemple, pour un nudibranche, on aura ça, donc le manteau qui recouvre le dos, les rhinophores, et les branchies qui vont apparaître ici, ça c'est le modèle sans coquille. Et pour le modèle avec coquille, donc les organes ont migré tous dans la coquille, le manteau se développe sur le dessus, le velum cilié disparaît et ça s'allonge. Et chez certaines espèces, on peut aussi avoir une coquille mais qu'on ne voit pas, c'est quand le manteau, par exemple, va recouvrir totalement la coquille, et on peut avoir une coquille interne chez certaines espèces. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Les principaux groupes de limaces de mer, là c'est peut-être des choses qui vous... Doridien, nudibranche, des termes qui commencent à vous parler. Donc là on est vraiment sur le type doridien, donc avec les branchies apparentes à l'extérieur comme ici, avec l'anus aussi qui ressort là, directement relié au cœur pour alimenter le cœur en oxygène. Très souvent, les branchies peuvent disparaître aussi. En général, elles sont apparentes, mais très souvent, les limaces de mer ont la capacité de les rétracter en cas de prédation ou pour éviter de se les faire manger, parce que c'est vraiment sans branchies, c'est un petit peu plus compliqué d'exister. La majorité du corps est occupée par l'estomac et les glandes digestives. Bon, autant dire que les limaces de mer, à part manger, elles font pas grand-chose de leur vie. Et s'accoupler de temps en temps, bien évidemment. Vraiment, sous le manteau, c'est une grande partie du corps. Chez certaines, on voit d'ailleurs que les organes par transparence. On verra après les cérates tout à l'heure. On a ce qu'on appelle des rhinophores, en fait. C'est des organes particuliers à l'avant de la tête, lamellés, et qui vont servir à mesurer la chimie de l'environnement en continu. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit lamellée permet de multiplier les zones de contact entre l'eau et les cellules. Et les rhinophores, c'est vraiment l'organe qui permet de sentir l'environnement, de tester la salinité, la présence de phéromones, la température, etc. Et il permet à la limace de mer de savoir où elle en est, beaucoup plus que les yeux. En général, les yeux sont très rudimentaires. C'est vraiment deux petits points qui, à la rigueur, sont sensibles à la luminosité. Grosso modo, elle sait à peu près s'il fait jour ou s'il fait nuit, mais ça s'arrête là. On a les glandes endocriniennes, donc la radula à l'entrée de la bouche, évidemment. Et on a chez les limaces de mer les organes reproducteurs mâles et femelles qui sont collés les uns aux autres. Parce que les limaces de mer sont toutes hermaphrodites. C'est-à-dire qu'elles sont à la fois mâles et femelles, on en parlera un petit peu plus tard. Mais chez la plupart des limaces de mer, à l'exception des lièvres de mer, les organes reproducteurs sont collés, mâles et femelles, et il y a un seul orifice qui relie les deux canaux, et on le verra quand on va parler d'accouplement. Donc ça, c'est le modèle de la plupart des espèces, les nudibranches doridiens. Et on a également le type éolidien. Donc ce sont ces limaces qui ont ce qu'on appelle des cérates sur le dos. C'est des espèces de gros appendices colorés. Je pense que pour les plongeurs qui font des photos, les flavelines, par exemple, ont des cérates sur le dos, on voit à peu près ce que c'est. Donc à ce moment-là, tout l'estomac, le système digestif est considérablement allongé et les cérates servent de glandes digestives. Et souvent, en fonction de l'alimentation de la limace de mer, les cérates vont avoir des couleurs différentes, même au sein d'un même individu ou d'une même espèce. Les cérates peuvent avoir des couleurs différentes.
Et ce qui est très caractéristique, c'est pour ça que souvent ces limaces de mer-là sont très colorées, c'est que ces cérates contiennent aussi ce qu'on appelle, donc elles servent aussi à la respiration, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de branchie à l'arrière comme chez la forme des doridiens, et elles contiennent des cnidosacs. Les cnidosacs ne sont pas produits par la limace de mer, mais ils sont récupérés lorsqu'elles ingèrent leur proie. Et leurs proies, notamment de ce groupe-là, ça va être les cnidaires, les anémones, par exemple, ou les gorgones, en fait, qui contiennent ce qu'on appelle des cnidosacs. Donc, c'est des micro, comment on pourrait dire, c'est pas à l'échelle d'une cellule, mais vous avez un exemple là, c'est contenu dans les tissus des cnidaires qui contiennent des pointes comme ça. Et quand on sollicite le petit poil qui est à l'entrée, l'opercule va s'ouvrir et il va y avoir une dévagination et la pointe va être expulsée comme ça. C'est ce qui fait quand on touche des anémones ou des trucs, ça nous gratte, c'est urticant, c'est piquant, ça peut même provoquer des vraies brûlures. Et ces limaces de mer, lorsqu'elles vont consommer ces proies-là, elles vont pas détruire les cnidosacs ni les digérer, elles vont les stocker à l'extrémité des cérates. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas consommées, en fait, parce que les animaux, en plus elles ont des couleurs très vives, savent qu'elles contiennent ces cnidosacs qui peuvent être très urticants. Et une nouvelle forme de limace de mer qui est très connue aussi des plongeurs, c'est le modèle lièvre de mer, le groupe des aplisides, où là on a, par rapport au groupe qu'on vient de voir, une coquille plate, bombée en général sur le dos, un siphon, une branchie qui est collée sur le dessous, une tête allongée avec des rhinophores enroulés, et ce qu'on appelle des parapodes sur les côtés, et qui leur permet très souvent de nager sous l'eau. Les lièvres de mer peuvent nager de manière très active, même dans du courant. Ils agitent leurs parapodes et ça leur permet comme ça de nager sous l'eau. Et à la différence des autres limaces de mer, même si les organes sont situés au même endroit chez les lièvres de mer, on a ensuite une gouttière sémidale qui fait qu'on a l'orifice génital de la femelle qui est sur le dos de la limace de mer, et le pénis et l'orifice de ponte sont sous la tête en fait. Et ce qui fait qu'on va tout à l'heure en termes de reproduction, en termes d'agencement, ça va considérablement changer les choses. On a parlé un petit peu d'alimentation tout à l'heure quand on a évoqué l'évolution des larves des limaces de mer, et c'est vraiment une caractéristique de ce groupe, c'est que dans toute la variabilité de genre et de forme de limaces de mer, on a aussi un spectre de proies qui est très large. On va avoir des espèces qui vont consommer des algues, on va avoir des espèces qui vont consommer des éponges, d'autres plutôt des acidies, des cnidaires, on l'a dit, des hydrozoaires, des anémones. Certaines sont carnivores, mangent des œufs de poisson, ou même des bivalves, il y a même du cannibalisme chez certaines espèces, ou des bryozoaires. Donc un spectre alimentaire très large, avec une spécialisation qui peut être très forte selon les groupes. Par exemple, la Doris dalmatien, elle ne mange quasiment que de l'éponge verte. On va avoir la Bosélie mimétique qui est uniquement sur la monnaie de Poséidon. On va avoir une espèce qui est l'Élysie timide sur les acétabulaires. Donc chez certaines espèces, c'est vraiment exclusif au niveau des proies. Et la radula, donc cette langue râpeuse dont on parlait tout à l'heure, elle est faite de milliers de petits denticules comme ça. Et quand on regarde avec des microscopes très puissants ces denticules, on s'aperçoit qu'ils sont différents en fonction de leur place sur la radula, en fait, et qu'ils peuvent permettre aussi de différencier les groupes et de deviner le régime alimentaire de ces proies en fonction de la forme des denticules de la radula. Et ça peut même percer les coquilles des bivalves. Donc voilà, un spectre de proies très large, ce qui fait qu'on va retrouver les limaces de mer un petit peu partout, dans tous les milieux, sur tous les supports. Mais malgré tout, quand on les recherche activement, les limaces de mer, on va devoir apprendre à savoir un petit peu quelle espèce vit sur tel support, si on est vraiment en recherche active d'une espèce particulière. Et voilà, on parlait des relations exclusives, la tylodine par exemple, qui a une petite coquille plate sur le dos qui est toute jaune, et qui vit exclusivement, quasiment sur les éponges Vérangia qui sont dans des groupes. Donc très souvent, il y a aussi un phénomène de mimétisme, on va en parler, entre l'espèce, son espèce proie, pour évidemment ne pas se faire repérer. Ça vaut pour la Bosélie mimétique, qui est vraiment, moi j'ai jamais réussi à en voir,
Pascal, il a vraiment l'œil, mais moi je ne vois pas bien de près, qui est sur les feuilles de monnaie de Poséidon, mais totalement invisible. L'Aveyron, voilà, la tylodine, elle est jaune comme l'éponge. On a les dotos qui mangent les hydrozoaires, on a certaines qui mangent les bryozoaires et qui sont invisibles dessus. On a par exemple, et à contrario, on a des espèces aussi qui savent qu'elles ne sont pas consommables et qui présentent des couleurs très très vives et qui à contrario, elles ne sont pas du tout mimétiques avec leur support. Ça peut être le cas des doris bleues, notamment la doris de Fontadro, sur les éponges crambé, orange vive, ou le cas de l'éponge pierre, mais leurs couleurs vives sont aussi un signal. Ça ne sert à rien de me consommer. Je suis toxique, ou là, vraiment, il y a des petites épines de silice dans le manteau de la doris dalmatien. Donc c'est aussi un signal fort. Et on a aussi du mimétisme de couleur et du mimétisme de forme. Je pense par exemple à la Tritonia des gorgones, qui est ici, donc qui mange principalement des gorgones, et qui, quand elle s'enroule autour des tiges, avec ces espèces de petits branchies en pompon comme ça, devient mimétique finalement des gorgones et quasiment invisible. Souvent les Tritonias, on repère leurs pontes avant même de les repérer, tellement elles sont invisibles sur le support. Donc voilà, j'ai évoqué la reproduction tout à l'heure, donc effectivement, les organes mâles et femelles sont situés sur le côté droit en arrière de la tête, et il y a un seul opercule ou un seul canal par lequel, enfin, disons qu'il y a 2 canaux au sein de cet opercule, et la reproduction, ça va être des individus qui se mettent tête bêche pour qu'il y ait une connexion entre ces 2 parties-là, donc on a souvent la tête en haut, la tête en bas, donc il va y avoir une connexion entre les deux, et les espèces vont pouvoir s'auto-féconder l'une après l'autre par ce contact-là. Donc ça vaut notamment chez les nudibranches. On a par exemple chez les élidies, la position est un petit peu différente, puisqu'elles s'enroulent les unes sur les autres pour provoquer cette connexion. Pascal dit souvent en conférence, elles se font un gros câlin, mais Pascal est un grand poète en fait. Et comme je disais tout à l'heure, chez les aplysies, par contre, dans la mesure où il y a une gouttière et que la sortie mâle, entre guillemets, la sortie femelle n'est pas au même endroit, ça va obliger très souvent l'individu du dessous voilà, à être fécondé par un individu qui est au-dessus. Et il y a quelquefois un 3e, un 4e, un 5e individu qui vient s'amonceler. Donc on a ça fait toujours rire beaucoup de monde, des chaînes de lièvres de mer comme ça, où ben voilà, selon où on est, on peut être le garçon, la fille ou les 2 en même temps. Ça fait penser à une petite chanson de Jacques Brel qui disait au suivant, et il peut y avoir beaucoup d'individus quelquefois dans ces rassemblements-là. Donc la ponte voilà, notamment des nudibranches, elle va être fixée souvent sur l'espèce hôte, je le disais. La larve, souvent, le but, c'est quand même de retomber dans l'eau et de trouver à manger de suite. Et les pontes chez les nudibranches, par exemple, ça va être ces espèces de cordons enroulés posés sur le support. Chez les aplysies, ça va ressembler à des espèces de plats de spaghettis. Et très souvent, les pontes peuvent être un des premiers éléments qu'on va trouver dans le milieu naturel pour commencer à chercher des limaces de mer. Parce que les limaces, ça bouge, ça se camoufle. Les pontes, ça ne bouge pas. Donc voilà, les nudibranches, ça ressemble à ça. Les Tritonias, ça va être un ruban enroulé vraiment sur les branches de gorgone. Et quand on voit ça, on se dit, tiens, il y a de la Tritonia dans le coin. Les petites flabellines, ça va être une espèce de chapelet très fin, enroulé en général autour des hydrozoaires. Chez les dotos, ça va être un chapelet plus épais, en zigzag, plus ou moins long. On a chez les antiopelles un chapelet où là, on distingue quasiment les œufs, qui est posé sur les proies aussi. Et chez la tétis, qui est une espèce qui vit dans le sable, ça va être des pontes enroulées en forme de tire-bouchon caractéristiques. Et on peut très souvent arriver à savoir à quelle espèce on a affaire, en tout cas au moins à quel groupe on a affaire, quand on observe des pontes de limaces de mer dans le milieu naturel. Une des caractéristiques aussi de ces animaux, c'est, comme tous les animaux, ils ont souvent envie de manger sans être mangés. Et ça va être qu'ils ont mis en place des stratégies de survie ou de prédation qui sont vraiment stupéfiantes. La première, évidemment, c'est leur capacité mimétique et homochrome avec le milieu, c'est-à-dire
à avoir des couleurs et des formes qui les rendent quasiment invisibles. Par exemple, les hélicies sur les feuilles de Posidonie ou les pétalifères, qui est une diable de mer, où les parapodes là, à ce moment-là, sont pliés. On a même des motifs des fois écailleux qui imitent la présence de certains bryozoaires sur les feuilles et qui font que ces espèces sont très 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 difficiles à repérer à l'œil nu. Et vraiment aux antipodes de cette capacité mimétique, que ce soit par la forme ou la couleur, on a des espèces qui sont au contraire très très vives, alors très faciles à repérer. Et très souvent, je disais, mais c'est comme très souvent dans le milieu animal, ça signifie, ça ne sert à rien de venir m'embêter, je suis très toxique, je ne suis pas consommable. Et ce phénomène-là, ça s'appelle l'aposématisme quand on est très très visible. Donc c'est par exemple le cas de d'Oryx dalmatien, dont je le disais tout à l'heure, le manteau contient des petites épines de silice très très peu comestibles. Donc elle peut se promener en toute tranquillité sur les éponges-pierres. On la voit très facilement en plongée. Elle sait que personne ne va l'embêter. Je disais tout à l'heure aussi chez l'Hervia ou la flabeline avec ses cérates qui présentent des couleurs très vives. Mais voilà, comme elles contiennent les cnidosacs, des cnidaires qui sont urticants, elle peut se permettre d'être très très visible. On a chez les lièvres de mer ce qu'on appelle l'aplysiovioline, qui est une espèce de liquide violet qui va être expulsé aussi quand on les embête. Alors c'est pas tout à fait comme la sèche où là vraiment c'est noir, donc ça peut être un petit peu irritant, il me semble, l'aplysiovioline, mais voilà, qui est aussi une stratégie de défense quand on embête les lièvres de mer. Et il y a aussi des limaces de mer qui sont très très malines et qui sont pas du tout toxiques par contre, mais par mimétisme vont ressembler à des espèces toxiques, ce qui va leur éviter d'être mangées. C'est le cas de l'antiopelle en fait, qui présente des cérates avec le bout bleu et qui sont assez facilement visibles. Pour autant, l'antiopelle n'a pas dans ses cérates de cnidosacs qui sont urticants. Mais comme les espèces se disent, bon, tout ce qui a des cérates sur le dos, des longues piques, il ne faut pas le manger, ben on ne va pas manger l'antiopelle. C'est le cas de la thurétide de Hope aussi, qui ressemble énormément au doris bleu, doris de Fontadro, avec ses motifs, ses bandes jaunes et blancs sur les côtés. Et pour autant, la thurétide, elle ne présente pas de toxicité particulière, mais par ressemblance, de fait, elle n'est pas consommée. Et il y a quelque chose qui est encore plus stupéfiant chez ces espèces, c'est qu'elles sont aussi capables de pratiquer l'autotomie, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se séparer d'une partie de leur corps, un petit peu comme les lézards se séparent de leur queue quand on essaye de les attraper, quand elles ont affaire à un prédateur. Donc ça, c'est par exemple l'image d'une Thétis femoria, qui vit sur le sable. Avec tous ses cérates sur le dos, ça ressemble à ça. Et quand elle s'est séparée de ses cérates, ça ressemble à ça. Donc c'est quasiment plus le même animal. Mais le plus stupéfiant, c'est que alors il y a une hélisie d'une espèce tropicale dont j'ai oublié le nom, qui vient en Indo-Pacifique, qui est capable de se séparer de tout son corps. Il ne reste plus que la tête et les rhinophores, en fait. Les chercheurs ont testé ça. Et la tête, elle va mettre 3-4 semaines à reconstituer la totalité des organes digestifs autour d'uniquement la tête. Et ça va donner un individu totalement, je ne sais pas comment on pourrait dire, reconstruit, refabriqué à partir de la tête. Donc ça, c'est vraiment unique dans le monde animal. Et je pense que même dans la science-fiction, on n'a pas d'imaginer de stratégie aussi particulière. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, avec toutes ces caractéristiques, toutes ces particularités, avec ce spectre alimentaire aussi varié, on va retrouver les limaces de mer dans tous les milieux. Alors, c'est vrai que la plupart des plongeurs, on a tendance à plonger sur du caillou, entre guillemets. Il y a une majorité d'espèces qui vont se nourrir d'éponges, d'anémones, de bryozoaires. Un endroit privilégié pour chercher les limaces de mer, ça va être le coralligène ou les cailloux, notamment aussi parce qu'il y a des éponges. Donc là, il y a vraiment une grande diversité d'éponges. Pour autant, c'est pas là où on arrive, enfin où c'est le plus facile, peut-être en fonction de votre expérience, mais c'est pas là forcément où j'arrive à en voir le plus, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont très petites, très colorées, mais dans un environnement qui est déjà très très coloré, avec beaucoup d'infractuosité. On peut en trouver sur les éponges, sur les bryozoaires, sur les algues. Donc finalement, quelquefois, on ne sait même plus où chercher, mais pour autant, ça reste un milieu privilégié. Mais on va aussi trouver beaucoup de limaces de mer dans l'herbier.
parce qu'on a beaucoup d'espèces qui vivent sur la Posidonie ou sur les zones attenantes, mais là aussi ça reste quand même assez compliqué pour certaines de les trouver. Mais on en trouve aussi sur le sable et le sédiment, notamment en plongée de nuit. Moi je vous encourage à aller plonger la nuit pour les plongeurs sur le sable. Outre les limaces de mer, il y a plein de choses fabuleuses à observer, des poissons plats, des serpentins. Il y a trop peu de monde malheureusement qui va plonger la nuit sur le sable, mais c'est vraiment fabuleux. Et il y a des endroits privilégiés pour observer les limaces de mer, sont les lagunes marines aussi. Et Pascal notamment, il habite pas très loin de la lagune de Thau, et je crois qu'il a déjà recensé 64 espèces de limaces de mer dans la lagune de Thau. Donc c'est des endroits aussi privilégiés pour observer les limaces de mer. C'est pas du tout des plongées engagées, en général il y a quelques mètres d'eau, donc ça veut dire qu'on peut vraiment passer son temps à chercher les limaces très tranquillement, et il y a assez souvent des espèces qu'on ne retrouve pas ailleurs, ou vraiment très particulières. Donc on a parlé voilà, des limaces qui rampent, c'est un petit peu l'image qu'on a des limaces, mais il faut savoir que les limaces de mer, il y a quelques espèces qui nagent aussi. Donc on a parlé notamment des lièvres de mer. Il y a l'Okenia à bulles aussi, avec sa carapace accrochée, qui fait une espèce de... qui quand elle agite ses parapodes avec le poids de la coquille, ça fait une espèce de danse qui est magnifique. Il y a aussi les ptéropodes comme le sabot de Vénus qui sont des limaces de mer totalement transparentes. On voit uniquement les organes vitaux qui sont des limaces de mer qui nagent. Donc on a vraiment un cortège comme ça de formes et de formes, de modes de vie, de modes de mobilité beaucoup plus vaste que ce qu'on peut imaginer quand on entend le terme de limace de mer. Donc voilà, je vous dis, ça ne va pas être le catalogue de toutes les espèces de limaces, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup et que ce n'est pas vraiment l'intérêt, mais on va vous dégrossir un petit peu la plupart des groupes et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le principal ordre de limaces de mer qu'on a chez nous, c'est effectivement celui des nudibranches. Donc ce qu'on appelle les nudibranches sont les branchies nues, c'est-à-dire que très souvent ce sont des limaces où on voit le panache branchial à l'arrière du corps. Elles sont recouvertes d'un manteau qui quelquefois recouvre le pied, quelquefois le laisse apparaître avec les rhinophores. Et sous ce manteau, à l'avant, on a les palpes labiaux. Donc on va avoir des Okenia, on va avoir de la Doris de Villefranche par exemple. Donc ça a un petit peu toujours le même schéma, avec voilà, très souvent les branchies à nu, quelquefois des petits appendices autour des branchies chez certains groupes. Et on a, de temps en temps, il y a toujours une exception dans la famille, cette espèce-là, dont les branchies sont, elles, camouflées sous le manteau. Donc il y a des grandes généralités, puis il y a toujours, quelquefois dans la famille, quelqu'un qui fait pas comme les autres. Ça reste le groupe le plus diversifié chez nous en Méditerranée, donc ce sous-ordre des doridiens. Et chez les nudibranches, on a aussi un sous-ordre qui est celui des cladobranches, ce qu'on appelle les types péolidiens. C'est ceux qui présentent des cérates sur le dos. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu le rôle des cérates tout à l'heure, notamment chez les flabellines, où on a un cortège de couleurs, de formes très différents. Ça reste des animaux magnifiques, hein, pour ceux qui font de la photo, pour ceux qui font de l'observation. C'est vraiment très amusant. En plus, c'est vraiment des animaux mobiles. On passera un petit film à la fin de la conférence qui bouge beaucoup. Enfin, vraiment, donc l'observation de ces animaux, c'est pas forcément passif. Il se passe toujours un petit peu quelque chose. Et il y a dans ce groupe des nudibranches cette espèce particulière en fait qui vit pas sur un support, qui vit posée sur le dos à la surface de l'eau en fait, qui vit en haute mer et qui n'a pas pour autant une nage active. Alors les cérates sont plutôt sur les côtés. Et on a l'organe reproducteur qui est sur le côté comme ça. Donc elle vit, elle se fait bronzer le ventre toute sa vie à la surface de l'eau. Et elle vit comme ça dans le grand bleu. C'est à peu près une exception. Mais il y en a toujours dans ce grand groupe qui vit en général collé sur un support. Une autre famille très intéressante, j'en parlais tout à l'heure, la Tritonia des gorgones qui se nourrit de cnidaires, ça va être les tritonidés. Alors là, déjà beaucoup moins diversifiés, puisqu'on a uniquement 8 espèces. Avec des espèces très petites en fait qui font 2-3 cm et des espèces beaucoup plus grandes comme la Marionia. Et leur caractéristique, c'est qu'elles présentent des branchies qui sont en réseau comme ça le long du manteau sur le dos.
voilà, et qui peuvent imiter pour la Tritonia des gorgones, un petit peu les gorgones quand elles s'enroulent tout autour. Et elle a souvent au niveau des palpes labiaux une multitude comme ça, en dentelle, de petits doigts à l'avant des palpes labiaux, qui sont un petit peu aussi les caractéristiques de ce groupe. Alors j'en ai parlé tout à l'heure de la Tethys fembria, donc la famille des Titidés. Alors c'est chez certains plongeurs, c'est une espèce de graal de voir cette espèce. Et pourtant, sur le sable, en tout cas par chez nous, moi j'habite en Camargue, c'est vraiment pas une espèce rare en fait. Et sur le sable, on la voit très très communément. Donc elle peut faire plus de 30 cm de long, donc ça reste une des plus grosses limaces de mer de Méditerranée. Et ce qui est très particulier, c'est ce disque céphalique à l'avant qui va, quand on la voit bouger, elle l'allonge comme ça, elle l'étale comme ça, et elle va palper son environnement à partir de là, et elle va glisser doucement sur le sable de manière assez particulière. Le deuxième grand groupe, quand on va sortir en dehors des nudibranches, ça va être le groupe des sacoglosses, qui vont être des limaces particulières, puisque ces limaces-là, elles vont quasiment exclusivement consommer des algues, en fait. C'est vraiment leur caractéristique. Donc on parlait tout à l'heure de l'Élysée timide sur les athétabulaires, et chez les sacoglosses, il y a deux formes. Il y a une forme comme ça, avec des petits parapodes sur le dos, et il y a une forme avec des faux cérates, en fait, qui, pour le coup, ne sont pas tout à fait comme les cérates qu'on a vues tout à l'heure chez les nudibranches, et qui vont elles aussi présenter une multiplicité de formes et de couleurs, par exemple comme la cierce cristalline, ou cette espèce-là qui est par exemple qui va ressembler à des petites feuilles d'algues notamment. Donc il y a encore une fois un phénomène de mimétisme très très fort, mais l'ordre des sacoglosses reste un des plus diversifiés aussi chez les limaces de mer. On va ensuite trouver, là pour les umbraquilidés, c'est un groupe particulier, où on a notamment la tylodine, on l'a vu, il y a deux petites espèces de tylodine toutes jaunes, et puis l'ombrelle aussi, qui est aussi une très grosse limace de mer, bombée comme ça, et les umbraquilides, ils vont présenter une coquille quasiment plate en fait, sur le dos. Le manteau enroule tout le corps, on ne voit pas le pied, il est dessous. Très souvent, il y a ce qu'on appelle une plume branchiale, qui sont les branchies qui peuvent dépasser de la coquille. Et souvent, le manteau sur les côtés va recouvrir les palpes labiaux et on va uniquement avoir les rhinophores qui sortent en fait. Moi, ça m'amuse beaucoup, les ombrelles, ça me fait penser, il y a un personnage dans Astérix Légionnaire qui a un très très gros manteau comme ça. Il y a juste la tête qui sort, ça me fait penser à ça. Et eux, il y a juste les rhinophores et les yeux. Et en plus, comme ils ont les yeux entre les rhinophores, ça leur donne un aspect souvent très très amusant, les ombrelles. Ensuite, on a un autre groupe qui est très particulier aussi parce que les pleurovranches, j'en parlais tout à l'heure, ils ont une coquille, mais quand le manteau s'est développé au stade larvaire, le manteau a recouvert totalement la coquille. Donc on ne la voit pas. Et on a en plus c'est des limaces qui peuvent être très grosses, hein, qui peuvent faire 10-15 cm pour certaines, et qui ont un aspect très particulier. C'est le cas du pleurovranche tortue ou du pleurovranche de Meckel qui vit sur le sable. On voit la plume branchiale sur le côté. Donc le manteau, voilà, totalement recouvert une coquille qui est plate en fait et qui devient invisible chez l'adulte. Un autre ordre aussi particulier, c'est celui des céphalaspides. Alors c'est un nom un petit peu barbare, qui est divisé en deux morphes très différents. Ils ont une coquille globuleuse recouverte sous les parapodes. Il y a une partie de ce groupe où la coquille est vraiment invisible en fait, on ne la voit pas du tout. Et chez certains, une autre partie, les arminoés sont vraiment des limaces de mer minuscules. Là, la coquille est visible et souvent, elle présente une ponctuation particulière. Et les yeux, souvent, sont cernés de zones claires, ce qui fait qu'il y a quasiment un visage amusant chez les arminoés. Donc, ça fait partie de l'ordre des céphalaspides. Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, quand on a évoqué les lièvres de mer, ça va être des aplisides avec 8 espèces. Notamment leur lièvre de mer, il y a la grande apliside, le lièvre de mer moucheté, mais il y a aussi, donc ils ont une coquille qui est sous le manteau, et il y a aussi l'Okenia à bulles qu'on a évoqué tout à l'heure. Et enfin, pour finir ce petit tour d'horizon des principaux ordres, on a vraiment ce groupe particulier des théropodes, où le corps est totalement invisible, où la coquille est devenue une espèce de squelette transparent, c'est ce qu'on appelle le sabot de Vénus, peut-être vous en avez déjà entendu parler, ça se récupère en laisse de mer sur les plages, donc c'est une limace de mer avec ces deux parapodes sur les côtés qui leur permettent vraiment de nager de manière active dans l'eau et en fait
ce qu'on voit uniquement, la tache rousse, ça va être les organes digestifs qu'on va retrouver il y a des formes encore plus surprenantes chez les ptéropodes, il y a uniquement 4 espèces. Et le tout petit groupe des actéonides, puisqu'il y a une seule espèce en fait, qui ressemble lui tellement à un mollusque gastéropode avec sa coquille enroulée, qui est vraiment particulier dans le groupe des limaces de mer. Donc ça, c'est voilà, ça va être ce qui est contenu dans la première partie du livre. Donc une invitation à la biologie de ces espèces. Là déjà, on voit qu'on a pléthore d'informations, en fait, mais qui nous permettent d'un petit peu mieux comprendre comment ces espèces évoluent dans leur environnement et qui nous paraissait indispensable de faire. Et si je vous ai présenté un petit peu la systématique des grands groupes aussi, c'est parce que le guide est classé de manière systématique, évidemment. Alors ça paraît un petit peu barbare, la systématique, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, mais c'est quand même la manière la plus pratique de mettre ce groupe quand même très complexe dans des cases, d'apprendre à découvrir les grands groupes. Et c'est un petit peu le préalable d'un apprentissage concret, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer 250 espèces d'un coup, mais déjà apprendre à reconnaître les grands groupes, leurs caractéristiques, c'est un premier pas, et l'esprit humain est ainsi fait qu'on met les choses dans des cases. Donc je le rappelle, il y a 256 espèces, 13 ordres, sous-ordres et 57 familles dans ce guide. Et la clé d'ordre, le début du livre, donc ça va être d'aller au stade en dessous de l'ordre qu'on vient de voir. Et des grandes familles sont abordées avec à chaque fois des représentations illustrées de ces grands groupes pour permettre, quand on observe des limaces de mer, quand on rentre à la maison avec des photos, très rapidement avec cette clé d'entrée, de savoir un petit peu où on en est et à quelle espèce on a affaire. Donc c'est une espèce de mini-clé de détermination qui va ensuite nous ramener à l'intérieur du guide. Donc voilà, on a vraiment toutes les familles qui sont représentées. Et le guide va se présenter de cette manière-là. En fait, c'est vraiment un guide classique avec une pagination assez classique, un rappel de la systématique pour savoir où on en est. Pour chaque espèce, on a le nom vernaculaire en français, le nom scientifique international. Donc le nom vernaculaire en français, pour certaines espèces, quasiment il a fallu les inventer parce qu'il y a très peu de gens qui travaillent sur ces espèces en France. Pascal, il découvre des espèces même de temps en temps. Donc le nom scientifique, c'est celui qui nous permet de parler en langage international avec les gens de tous les pays, de savoir de quoi on parle. Le nom vernaculaire, très souvent, c'est une description sommaire de l'animal, qui ne correspond pas toujours. Là, on est sur les cadelines et les aldinas. Donc, on a aussi une carte de répartition qui nous permet de savoir à quel endroit ces espèces ont déjà été observées. Pour autant, la carte de répartition, on l'a travaillée avec toutes les données qu'on avait, le travail de Pascal, tous les gens qui travaillent avec Pascal. On a aussi des bases de données naturalistes, la base de données de la FEDE, iNaturalist. On a beaucoup de sites internet. Et on a beaucoup de gens qui envoient leurs observations. Les Espagnols ont pas mal de bases de données qui débordent en France. On a travaillé avec toute la connaissance qu'on avait, des gens qui connaissent ces espèces. Pour autant, on est à peu près persuadé qu'il y a beaucoup de trous dans la répartition qui vont être comblés très rapidement. Parce que si sur les espèces les plus grosses, les plus communes, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, pour certaines espèces, il y a vraiment très peu de gens qui sont capables de les identifier. Donc le rôle de ce guide aussi c'est de permettre aux plongeurs d'arriver à identifier toutes les espèces qu'il va voir, et normalement tout est fait pour que vous puissiez ne plus jamais vous retrouver face à une espèce non identifiable. Et les cartes de répartition vont pas mal bouger, elles ont déjà pas mal bougé. On a eu beaucoup de retours de plongeurs qui ont le guide et qui nous ont dit « Ah mais moi telle espèce, ils nous envoient des photos, je l'ai vu là, je l'ai vu là ». Donc la carte de répartition, c'est une photographie à l'instant T, pas tant de la répartition d'espèces, mais de l'état de connaissance qu'on a sur cette espèce. Et il y a beaucoup d'endroits aussi où sur les cartes, on va avoir des points d'interrogation parce qu'on dit on en a là sur tel milieu. C'est quand même bizarre qu'on n'en ait pas là juste à côté sur tel milieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'étoffer au fil du temps. On a dans le texte une description de l'espèce, évidemment, sa taille approximative, les critères de détermination, ce qui fait qu'on va tout faire pour éviter de confondre cette espèce avec une autre, sa biologie, le milieu où elle vit, l'espèce pour consommer préférentiellement, puis tout ce qu'on peut savoir en termes d'habitat, etc. Et en face de ça, on a des illustrations. Donc il n'y a que des dessins, il n'y a pas de photographie, parce que les dessins permettent de mettre en évidence souvent les critères de détermination
ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas louper pour arriver jusqu'à l'espèce. On a des petits traits qui nous permettent vraiment de dire, tiens, si vous avez un truc ressemblant, ce qu'il faut ressembler, c'est ça. Ce qu'il faut regarder, c'est ça. Et pour chaque espèce, quand il y a vraiment des choses particulières à regarder, on a des zooms, par exemple, pour les 2 espèces d'Aldisia, c'est le nombre de feuillets sur les rhinophores. Donc là, on a représenté les rhinophores hyper agrandis pour permettre vraiment d'arriver au bout de la détermination et de pas se tromper. Donc on a tout un cortège voilà, de double pages qui sont organisées de cette manière-là. Pour certaines aussi, quand on a des comportements particuliers, par exemple chez la Doris céleste, qu'on va retrouver en groupe sur une espèce d'éponge particulière, on va représenter ça, ou sur l'espèce principalement on va dire consommée par la Doris de Villefranche. Comme ça va permettre aux gens de se dire tiens, c'est là où je dois la chercher, c'est comme ça que je vais l'observer, et quelquefois de valider une observation. C'est vrai que chez les Doris, notamment chez les Doris célestes, c'est rare qu'on n'en trouve qu'une. En général, on en trouve plusieurs, ce qui n'est pas forcément le cas chez les autres espèces de Doris. Très souvent, la détermination, elle va aussi s'imposer quand on aura observé spécifiquement certains détails. Je disais tout à l'heure, dans le texte, dans les petites flèches, on va dire c'est ça qu'il faut regarder pour arriver au niveau de l'espèce et au bout de la détermination. Et quand on a une polymorphie, une polychromie, comme c'est le cas de la Doris géante, qui peut être quasiment blanche, jaune, marbrée, rosâtre ou bleue, on essaye avec l'illustration, et cette illustration le permet, d'illustrer toutes les robes et tous les morphes en fait au sein d'une même espèce, et les avoir représentés comme ça aussi, c'est très pratique en termes de détermination. On peut comparer immédiatement en fait les espèces les plus ressemblantes chez les dorisiens, et quand vraiment voilà des espèces en cas de confusion, on les a mis à côté pour qu'on puisse vraiment que ce soit le plus pratique possible d'arriver jusqu'à l'espèce. Donc voilà, par exemple chez les flabellines, tout le monde ne sait pas, tout le monde dit flabeline. Les gens ne savent pas forcément qu'il y a 3 espèces très très proches, la flabeline d'ischia, la coryphèle mauve et la flabeline mauve. Ça va dépendre notamment de la lamellisation des rhinophores, ou du fait qu'il y ait des points blancs au bout des cérates. Donc on a à chaque fois à noter précisément, ce qui permet normalement au premier coup d'œil de savoir à quelle espèce on a affaire. Voilà, les espèces Hervia aussi, qui est très commune dans le coralligène, avec les cérates qui peuvent varier en fonction de l'alimentation. Donc on a représenté un petit peu tous les morphes. Et tout à l'heure on parlait de cannibalisme, c'est notamment le cas chez la godive de Banyuls, qui est une espèce de limace de mer dont on sait qu'elle peut consommer d'autres limaces de mer. Et ce qui nous a semblé important aussi, je le disais, c'est qu'il y a quelquefois un rapport très fort entre l'espèce proie et l'espèce de limace de mer, quelquefois une espèce proie et une espèce de limace, c'est de proposer à la fin de l'ouvrage un guide des espèces associées en fait. Parce que quand on va partir à la recherche de ces animaux, bon, on peut se dire j'y vais au petit bonheur la chance, je regarde partout, je vais essayer d'en trouver. On risque d'en trouver, mais on risque de s'épuiser aussi et de passer beaucoup de temps. Par contre, si on sait où les chercher en fonction de l'espèce recherchée, ça va aller plus vite. Et ça nous a permis aussi de parler de tous les autres animaux qui peuplent le milieu marin. Finalement, le guide, c'est un guide des limaces, mais c'est aussi pour nous une porte d'entrée pour parler des écosystèmes et de tous les autres animaux qui vivent sous l'eau. Et donc, on propose à la fin du livre un petit guide avec les espèces associées, que ce soit les cnidaires, les bryozoaires, les algues principales, où les trouver, avec une clé d'entrée par groupe et les espèces principales, pour mutualiser au mieux vos efforts de recherche en fait, et mettre un nom aussi quelquefois sur les éponges que vous voyez, sur les bryozoaires que vous voyez, et que vous ne savez pas forcément nommer. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la présentation. D'habitude, Pascal est peut-être un petit peu plus loquace que moi, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je parle quand même. Oui, quasiment 1 heure. Pascal n'est pas là, je vais quand même vous laisser avec lui, parce que comme c'est un super photographe et un super cinéaste, il a quelques images animées qui vont venir un petit peu compléter ce que je viens de dire de la plupart de ces belles espèces. Et puis à l'issue de ces images, on pourra, si vous voulez, entamer une petite discussion. La Marionia dont on parlait tout à l'heure, là, avec c'est pas le pelabio très particulier. On voit là vraiment les petits sur la peau des limaces de mer, là, les petits grains de silice, et la lamellisation des rhinophores là,
très très fine chez les doris bleus, la doris de Villefranche. On voit très très bien les lamelles là sur les rhinophores. Le panache branchial chez les nudibranches, très visible en général, même si certaines espèces peuvent le rétracter aussi. Et voilà, et malgré tout, certaines présentent des petits appendices aussi sur les côtés très particuliers. Les Okenia. Et certaines présentent aussi des papilles en fait qui ne sont pas tout à fait des cérates chez certaines espèces. Donc là on va passer aux espèces acérates. On les voit laquelle il y avait des hydrozoaires donc qui se nourrissent de cnidaires. Voilà, l'éolys de verre qui est en train de pondre là autour de son support. Et les godifs de Banyuls, voilà, qui sont en train de manger, peut-être aussi de s'accouper en même temps. On voit tous les palpes labiaux là qui lui permettent de se nourrir. Donc effectivement, quand on les observe, ça reste quand même des espèces très très mobiles hein, par rapport à l'idée qu'on s'en fait, qui peuvent aller assez vite. On voit les yeux là chez certains, à la base des rhinophores, des yeux minuscules là, les antiopelles sur les clavelines. L'armine tigrée là sur les fonds sableux, qui avance comme un tank un petit peu. Voilà, quand je vous ai le mimétisme des Tritonia sur les branches de Gorgone. C'est de la dentelle, hein, quand on les voit de près, ces animaux, c'est voilà, la tétis dont on parlait tout à l'heure, qui est capable de nager aussi, la tétis, hein, voilà, qui avance comme ça, son voile buccal, et qui va grappiller tout ce qu'il y a à manger sur le sol. Donc les espèces de sagoglos qui se nourrissent principalement d'algues, avec les hélisis. On voit qu'il y a des espèces vraiment colorées qui sont magnifiques. Hein. On parlait de l'ombrelle tout à l'heure là. Souvent la coquille est colonisée par d'autres organismes aussi, ce qui rajoute au mimétisme. On voit le feuillet branchial là sous la coquille, on voyait bien. La bertelle, voilà les bertelles dont le manteau recouvre totalement la coquille aussi. Le pleurobranche tortue, il y avait une illustration tout à l'heure, qui est une espèce vraiment magnifique. Et le pleurobranche de Meckel, mimétique sur le sable, hein, quasiment invisible. Et on en revient à nos lièvres de mer. Alors oui, on voit les yeux à l'avant des rhinophores là, qui a fait vraiment un profil particulier. Et je disais, ils peuvent nager très activement à contre-courant. On voit la coquille sur le dos là, voilà, les arminoé aussi, dont on voit la coquille. Armine quadricolore. Donc le sable, ça réserve aussi de sacrées belles surprises. Hein. Alors très souvent, comme c'est des invertébrés, on ne sait pas toujours ce qui se passe, on ne sait pas toujours qui est à l'endroit, qui est à l'envers pendant la reproduction. Voilà, on parlait tout à l'heure des aplysies qui s'enroulaient comme ça. Et les lièvres de mer qui sont à la queue leu les uns derrière les autres. Là, ils sont presque pas nombreux. Et ensuite, voilà, ils vont pondre comme ça, s'échapper d'eux, souvent sur l'espèce consommée, sur l'espèce haute. On voit la Tritonia à gauche et la ponte juste devant.
Donc ça c'est des nudibranches. Voilà, c'était les images de Pascal Girard. Donc voilà, l'idée, comme je vous dis, c'est pas de passer les espèces une par une, parce que sinon on y passerait toute la nuit. C'est vraiment de vous proposer une introduction au monde des limaces. Et voilà, sachant que le spécialiste est vraiment Pascal, mais je suis ouvert à discuter avec vous dans la limite de ce que je pourrais vous dire. Et peut-être que quelquefois vous allez me coller sur certains sujets. Mais voilà, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Merci beaucoup.